Salut et bienvenue dans nos hors-séries d'été de Ça tourne pas rond. Toute l'année, elle a répondu à vos questions. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste et pour accompagner la chaleur estivale, vous vous êtes dit que ce serait super qu'on passe un été avec les pervers. Aujourd'hui, c'est déjà notre dernier épisode de cette série sur la perversion. Bon, c'est aussi notre dernier épisode tout court, mais on y reviendra. Mardi Noir, pour conclure sur la perversion, après avoir écouté attentivement, je me rends compte que j'ai du mal à savoir si j'ai déjà rencontré un pervers. C'est ça la question qui nous brûle les lèvres. Les pervers existent-ils? Sont-ils rares? Qu'est-ce qui définit un pervers pur et dur? Parce qu'après tout, on a vu au cours de ces 3 derniers épisodes que la question de la perversion était transstructurale, c'est-à-dire qu'on la retrouvait un peu chez tout le monde. Le simple fait de l'humanité est une perversion si on reprend une définition naturalisante de l'espèce humaine. Toute déviation de la nature est potentiellement une perversion de la dite nature. Notamment la chose sexuelle qui est loin de se cantonner à la reproduction de l'espèce. Partant de là, un baiser, une fellation, une sodomie sont alors une perversion du but reproductif. On a aussi abordé le fétichisme et son élection d'un objet particulier permettant d'atteindre la jouissance. Et sans aller jusqu'à parler de fétichisme pour tout le monde, il n'est pas rare de constater que nous avons des préférences physiques, sensibles, intellectuelles. Nos choix d'attirance ne se portent pas sur le meilleur mâle ou la meilleure femelle du troupeau pour assurer une descendance forte et en bonne santé. Non, nos choix relèvent de traits singuliers, un timbre de voix, une forme de corps, un trait de personnalité. Et puis on a aussi vu que tout enfant pouvait être considéré comme pervers au sens où sa sexualité n'est pas mature en termes de reproduction. Pour autant, cette sexualité n'est pas absente ou inexistante. Mais alors une fois qu'on a dit tout ça, qui sont les pervers, Mardi? On veut savoir, enfin au moins moi. Mais je vous comprends Nina, on veut toutes et tous savoir si notre ex était bel et bien pervers, si notre chef l'est aussi, si tout notre entourage toxique est une horde de pervers qui se repaient de notre malheur. Vu ce que je viens d'énoncer, à savoir que la perversion est partout, j'ai envie de vous dire, oui, sans doute que ces personnes ont des traits pervers, mais certainement comme vous et moi. Et donc je vous vois venir. N'y aurait-il pas parmi ces personnes des personnes plus perverses que d'autres ? Eh bien, la perversion garantie 100% perverse, ça reste une question clinique et théorique. J'ai quand même l'idée qu'il y en a bien quelques-uns, mais je doute que tous nos ex soient des pervers en puissance. Mardi, vous auriez bien une petite histoire d'ex à nous raconter, non? Ok Nina, si vous insistez, j'en ai bien une, oui. Sans rentrer dans les détails, j'ai été en couple pendant 2 ans et demi avec un homme que je me plaisais à qualifier de pervers, un bon partenaire de douleur. Je le dis comme ça avec recul aujourd'hui parce que j'ai pris ma part subjective dans cette histoire, mais à l'époque, je n'étais que plainte et détresse, et pourtant je restais avec lui, j'y retournais malgré les humiliations, les méchancetés et parfois même les agressions physiques. Déjà, le qualifier de pervers me permettait de le maintenir à distance psychique, comme une sorte de mise en garde à moi-même que cette relation n'était pas viable sur le long terme, malgré l'amour délirant et débordant que je lui portais. Bref, après une première année très chaotique, il a fini par emménager chez moi la majeure partie du temps. Et au quotidien, j'ai découvert un homme bien plus fragile que je ne le percevais jusqu'alors. Toujours pas mal de traits pervers, une jouissance manifeste à me voir effrayée ou malheureuse, mais aussi pas mal de paranoïa et surtout d'angoisse. Il angoissait, il en était capable. Rarement, c'est vrai, mais tout de même. D'une manière singulière, à la limite d'avoir des hallucinations visuelles, mais il angoissait, il n'était pas seulement un monstre de perversion qui ne se divise jamais, qui ne vit que par l'effroi et la douleur qu'il provoque chez l'autre. Pour autant, est-ce que ça faisait de cette relation une belle rencontre ? Pas du tout. Est-ce qu'il se comportait comme un sombre connard ? Oui, complètement. Mais était-il pervers ? J'en doute fort. Il n'est pas rare, dans certaines psychoses, que les sujets se maintiennent dans le monde en usant de perversion. C'est-à-dire que la perversion, dans ce cas, vient comme un traitement, un soin, une meilleure option pour le sujet, parce que derrière cet habillage pervers, il y a un véritable gouffre d'angoisse.
Et donc l'angoisse, le pervers, il ne la connaît pas, c'est ça ? Eh bien oui, c'est la définition de la perversion. C'est un désaveu permanent et répété de l'angoisse de castration. C'est-à-dire d'une angoisse qui divise le sujet, dans le cas des névroses, ou qui annihile le sujet, dans le cas des psychoses. Dans le cas de cet ex, j'ai vite constaté qu'au quotidien, sa perversion ne tenait que par des bouts de ficelle. L'angoisse était visible, elle était bien présente. Là où le pervers réussit son traitement de l'angoisse de manière durable, en délocalisant cette angoisse chez l'autre. C'est l'autre qui se retrouve divisé, effondré, angoissé, malheureux, effrayé. Et de manière massive et paradigmatique, on a un très bel exemple avec qui, à votre avis, Nina ? Moi, je pensais au Joker. Non, pas du tout. Avec Michel Fourniret, qui, pour le coup, a véritablement existé. Michel Fourniret, tueur en série, qui chassait ses proies en compagnie de Monique Olivier, sa femme, qui était chargée d'appâter les jeunes filles. Alors, je n'ai évidemment pas rencontré Michel Fourniret, mais ce à quoi on a accès est tout de même éclairant. C'est un homme qui, jusqu'à sa mort, s'est joué de tous, a continué en prison de se repaître des demandes, des supplications des familles qui cherchaient leurs enfants disparus, qui donnaient des informations au compte-gouttes aux enquêteurs. C'est lui qui a mené les autres par le bout du nez jusqu'au bout. C'est ça, un pervers. Merci Mardi maintenant, j'en suis sûre, des pervers, des vrais, j'en ai pas croisé. Mardi, comme je le disais au tout début de cet épisode, c'est le dernier de cette série sur la perversion, mais c'est aussi le dernier, en tout cas en format podcast, évidemment, ça tourne pas rond, ça continue en chronique écrite dans le magazine, mais en revanche, on arrête le podcast. En effet, Nina, j'en profite pour vous remercier, vous et Christophe Caron, et je remercie également toute l'équipe de Slate. Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.